Bienvenue sur KeyTime, le podcast des acteurs du numérique proposé par l'EFRAY. Grâce à notre machine à voyager dans le temps, mise au point par les étudiants de l'EFRAY, nous allons revivre ensemble 3 dates clés de la vie d'un professionnel. Je m'appelle Laure Guibora, diplômée de l'EFRAY, et aujourd'hui je vous propose de revivre les événements marquants de Richard Forest. Bonjour Richard. Bonjour. Je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui, donc bienvenue sur le podcast KeyTime. Pour débuter, est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton job actuel ? Oui, donc Richard Forest, je suis donc diplômé EFRAY 93, donc je suis un petit peu vieux, maintenant j'ai 52 ans. 3 enfants, marié, je vis dans une magnifique région qui est la Bretagne, et donc voilà, j'ai créé effectivement SIER en 2016, et je dirige cette petite boîte passionnante d'innovation. Innovation, hein ? Bateau volant. Ça fait toujours sourire les gens, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait voler les bateaux, il est fou ce garçon. Alors SIER est d'ailleurs la seule entreprise française sélectionnée pour répondre à un appel d'offres de l'Agence européenne de défense. Tu représentes de facto la France dans ce projet européen et SIER est donc leader d'un consortium de projets européens dont nous parlerons plus en détail tout à l'heure. Et donc, du coup, j'ai envie de parler de passion, car dis-moi si je me trompe, mais c'est ce qui semble te guider. En échangeant avec toi, c'est le premier mot qui me vient, suivi d'innovation, d'entrepreneuriat, et aussi d'énergie, de liberté, d'humanité. Un passionné passionnant. Et là, j'espère que tu te dis que tu as bien fait de venir. Tu te lances des défis, tu sais aller de l'avant, et en rentrant un peu plus dans le détail de tes expériences au sein de SIER et d'Aneo, qui est l'agence de conseil en transformation organisationnelle dont tu as été l'un des fondateurs, on verra que tu sais t'entourer et aller au-delà de toi-même, qualité non négligeable pour un entrepreneur. Commençons donc ce voyage passionnant ensemble par la découverte de ton code temporel, ainsi qu'un aperçu de notre voyage pour nous mettre en appétit. Alors mon code temporel, c'est donc le 91 02 12. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de chacune de ces dates ? 91 l'EFRAY, 02 la création d'Aneo, et 12 fin d'Aneo avec la route du Rhum qui va donner naissance à SIER. Eh bien allons-y, lançons la machine. Allons-y. Nous sommes en 1991. Tu as 22 ans et tu es en plein dans ton cycle ingénieur à l'EFRAY. Les associations de l'école sont en effervescence, les événements et les défis s'enchaînent, et tu fais partie de ces étudiants qui prennent la décision de créer une nouvelle association. Effectivement, on a la chance d'avoir un directeur qui est hyper pushy et qui pense qu'un ingénieur doit être beaucoup plus ouvert que sur de la simple technique, et donc doit maîtriser tout le reste de la vie des entreprises. Et donc le fait effectivement d'être dans des associations, ça permet vraiment d'avoir cette ouverture d'esprit. Et je suis lyonnais d'origine, fanat de ski, et puis je sais plus précisément, mais globalement on est 2-3 foufous là à se dire mais si on crée une compète de ski, et puis du coup ça donne naissance à une compète qui va s'appeler les 3 glisses EFRAY. 3 glisses pour ski, snowboard et monoski à l'époque. Et donc il s'agit d'ouvrir un espèce de championnat étudiant national pour les grandes écoles par équipe de 3, et un dans chaque discipline, avec tout le côté festif évidemment qui va bien. Et donc donc je suis fondateur, président, et débute savoir s'entourer, monter une équipe, et puis rechercher des sponsors, aller chercher de l'argent, penser à l'organisation. Ça va après de gérer l'équipe sur place pendant les 3 jours, mais avoir pas oublié de créer la fondue, d'avoir des vêtements, voilà, tout ce qu'on peut imaginer autour d'une association, les assurances, etc. Voilà. Et puis comme ça me suffit pas, en même temps je suis à la junior entreprise pour bosser un petit peu à côté de ses études, parce que ça aussi c'est sympa de revoir un peu un côté technique. Puis comme je tiens pas beaucoup en place, mais je me démène pour trouver des super stages.
après avoir trouvé un stage assez passionnant à la SAT. Finalement, je dis au patron du labo, à l'époque, j'étais sur du temps réel sur des bancs de test pour des missiles en électronique embarquée, informatique embarquée, les deux. Et puis je lui dis, bah tiens, t'aurais pas un boulot un peu à mi-temps ou en part-time que je puisse faire ça en parallèle de mes études. Et puis voilà, donc du coup je trouve un super boulot en parallèle. Donc ça aussi c'était passionnant, je me suis éclaté, le labo était top. Et puis chose rigolote, le patron de l'époque qui était un voileux, donc aimait beaucoup faire de la voile en bateau. Donc je ne le savais pas, mais déjà c'était un petit signe pour le futur. Et puis donc ça c'est chez Aérospatiale à Châtillon. Et puis arrive le service militaire qui lui était aussi encore obligatoire en 93. Et bah, plutôt que de faire un scientifique du contingent qui était la discipline à l'époque pour pas toucher les armes entre guillemets, faire son vrai métier. J'ai fait une vraie recherche d'emploi hyper pushy et voilà, j'ai fini sur un super métier dans un labo passionnant aussi, quoi, mêlant électronique et technique. Voilà. Alors ces expériences associatives dont tu parles au sein de l'EFRAY, ça me parle aussi parce que c'est de cette manière aussi que j'ai vécu mon expérience associative au sein de l'EFRAY. C'est vraiment une des forces majeures, je trouve, de l'école selon moi. Ça nous permet de nous découvrir. Je le vois un peu comme une mise à disposition de jouets dans un grand parc de jeux. Qu'est-ce que tu découvres chez toi au sein de l'association Les Trois Glisses ? L'ouverture. Et d'ailleurs dans les expériences suivantes. Ouais, je pense que c'est vraiment l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire que faut aller oser les choses qu'on n'ose pas tous les jours, sortir de sa zone de confort comme on dit. Et je pense qu'effectivement c'est ça un peu qui va se révéler, de toujours aller un peu plus loin et puis finalement pas de se mettre de barrières, parce que je pense qu'aujourd'hui notre société est un peu trop recroquevillée sur elle-même quand on prend les individus pris individuellement, justement, ils sont tous dans leur zone de confort, aimer droit, aimer tout ça, voilà. Mais globalement, ils auraient besoin de s'ouvrir et d'oser un peu plus les choses, et puis finalement, ils seraient mieux dans leur tête plutôt que de compter sur la société, de compter sur eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez fort. Moi, je compte que sur moi, en fait. C'est quelque chose que j'ai découvert finalement avec ces assos où tu prends ton avenir toi-même en main, quoi, et tu gères ton truc. Alors merci, ça fait une belle transition pour notre prochain voyage dans le temps, sur notre prochaine date. Lançons donc la machine dès maintenant. Nous sommes en 2002 et tu es en train de fonder Anéo, dont tu es le directeur. Ouais, 2002, effectivement, mais alors faut faire un tout petit flashback avant en fait, parce que les choses se construisent jamais de façon immédiate. Et on est en 2000, donc je suis dans une petite boîte, enfin petite, je suis rentré, j'étais le 7e, et puis finalement, quand je pars, on est 100. Je suis au comité de direction et je suis devenu commercial. Donc je suis commercial, je vends des choses complexes et puis notamment je suis en salle des marchés. Et là, les traders arrêtent pas de dire qu'ils font du trading en temps réel avec leurs ordinateurs. Puis moi qui suis un grand fan d'aviation, je leur dis mais non, c'est dans les avions que les ordinateurs font du vrai temps réel. Hein, les fréquences sont 10 fois plus élevées. Et voilà. Et je le propose à mon ancien patron et qui n'était pas très intéressé. Puis est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'effectivement en 2002, création d'Anéo. Donc Pierre, mon ancien directeur commercial et moi-même, on crée cette boîte avec toujours dans l'idée d'être très innovant et en se disant on va créer une boîte de conseil en IT, en informatique de haut niveau et en transformation d'organisation par la suite. Et donc Anéo est créé en 2002, on doit être 7 au départ, et avec cette idée un peu folle d'essayer de modifier le paradigme des salles de marché, en leur disant que effectivement on fait pas on est à la milliseconde dans les banques, alors que dans les ordinateurs qui sont sur le Rafale par exemple, l'avion de combat, on est à la nanoseconde. Et donc tout le défi va être de positionner au sein des banques des outils logiciels qui vont permettre de détecter si le marché s'emballe ou pas.
puisqu'il passe des millions de trades à la seconde et gagner 1 centime sur des millions de trades, c'est juste comme ça. Donc on crée Anéo. Donc moi je suis le numéro 2, l'homme de l'ombre en fait, donc le DAF, le directeur administratif et financier, celui qui va s'occuper du RH, de coacher les commerciaux, enfin, tout sauf le technique et le commerce en direct, mais tout le reste des équipes. Voilà, tout le back-office en général. Et là, j'apprends un métier que je ne connaissais absolument pas. J'apprends sur le tas, la finance, tout. On va passer de 0 à 200 personnes en 2016 quand je pars. On va faire 20 millions de chiffre d'affaires. Je crée des filiales. On avait fait Hong Kong, Londres. Et puis du financement. À un moment, la boîte allait mal. On est passé pas très loin de la catastrophe financière au moment de la crise des subprimes. Et rechercher du financement, et là on rencontre on appelle ça des advisors, donc des gens qui vont nous conseiller dans le conseil d'administration, et je côtoie des patrons du CAC 40 qui nous conseillent, et là on se rend compte qu'on est tout petit par rapport à ces gens qui qui ont un savoir-faire. Voilà, il faut se nourrir de ces gens-là en fait. On en revient à l'ouverture d'esprit. Pour moi, le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui se remet en cause tous les jours, qui se remet en question tous les jours. Et quand on travaille sur un projet aussi innovant, est-ce qu'il y a de la résistance au changement ? Je pense qu'il n'y a que ça. Je pense qu'il n'y a que ça, parce que tout le monde est dans... on va venir bousculer les gens dans leur logiciel, donc aussi dans leur organisation, donc aussi dans leur process. Et puis, ils vont avoir en face d'eux des gens qui vont être difficiles à convaincre. Donc, comme ils vont pas vouloir prendre le risque, ils vont plutôt, par principe, dire non. C'est trop compliqué. Donc on a bien mis 2 années avant d'arriver à réussir à vendre la chose. Mais par contre, une fois qu'on vend, c'est magique. Donc du coup, on se doit être en 2003 ou 2004, on réussit à vendre une exclusivité monde à la Société Générale. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de travailler pour d'autres banques et on ne travaillait que pour eux. Et alors je dis pas que c'est grâce à nous, mais je pense qu'on est un petit peu quand même pour. La SOG est devenue la boîte l'une des plus efficaces au monde en trading dans les 2-3 années qui ont suivi. Et je pense que j'ai juste fait les plus mauvaises négos de ma vie. Je devrais être multimillionnaire aujourd'hui. Si j'avais indicé nos rémunérations sur les millions qu'ils ont gagnés. Voilà. Mais c'est pas grave, on s'est nourri autrement, intellectuellement, avec des projets passionnants, monter des équipes. Je me souviens encore, on avait une lettre d'intention d'un cabinet de levée de fonds pour investir justement dans la boîte, pour créer un vrai outil de trading automatique temps réel. Et malheureusement, à cause de cette fameuse crise des subprimes, tout s'est arrêté. Voilà. Et depuis, d'autres boîtes ont repris le flambeau et ont créé ce genre d'outil qui aujourd'hui est sur le marché, mais pas par Anéo. Et passons maintenant à notre dernier voyage et cette dernière date. Nous sommes en 2012. Tu es toujours au sein d'Anéo, mais nous venons de faire un bond dans le temps de 10 années. 10 années passionnantes, mais qui aujourd'hui t'amènent une certaine routine. C'était sans compter l'arrivée d'un tout nouveau projet. Et oui, de plus. Projet de vie avec la famille de déménager en Bretagne. Et donc on se met à voyager très très souvent là-bas pour trouver une maison. Et puis je rencontre une femme extraordinaire, Anne Cazeneuve, 50 ans, route du Rhum. Elle va la faire pour la 5e fois et elle cherche des sous, elle cherche des sponsors. Je ne vais pas m'appesantir, mais Anéo la sponsorise et Anne gagne sa route du Rhum. Donc c'était un exploit puisque elle avait fait mieux que Florence Artaud, puisqu'elle avait fait 5 fois, elle l'avait gagné. Elle avait 50 ans et puis c'était une femme. Alors j'en parle au passé puisque malheureusement elle est décédée un peu tragiquement. Mais voilà, ça a été une vie émotionnelle très très forte, une période de ma vie qui m'a marqué profondément et qui donc était une charnière puisque on préparait ce projet de vie avec mon épouse. Et puis quand on sponsorise un bateau gagnant, les skippers s'imaginent qu'il y a beaucoup d'argent. Et je reçois plein d'appels étant chez Anéo de skippers. Et donc j'avais mis 50 000 € en sponsoring pour donner une idée. Et le gars m'appelle, il cherchait 1,5 million pour faire voler les bateaux. Donc j'avais sûrement pas 1,5 million, mais alors la deuxième partie de la phrase, ça j'avais adoré.
Et là encore, on repart à la découverte de l'inconnu. Je rencontre le gars. Au bout d'une demi-heure, je lui dis bon, tu te gourres sur 2 aspects. C'est pas un problème d'argent ton truc parce que le foil c'est centenaire. Donc bon, t'as rien inventé. Il faut juste le prendre différemment. Puis moi, je suis entrepreneur. La voile, j'ai l'intuition que c'est très élitiste et très expert comme expérience. Par contre, le bateau à moteur, il y en a plein dans les ports. Et là, ça va modifier la vie des gens qui naviguent sur des bateaux à moteur pour la plaisance classique, pour des gens comme moi qui connaissons pas grand-chose. Et ben voilà comment est né Sierre. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Sierre, justement? Alors Sierre, c'est une belle contraction de 2 mots. Sea pour la mer et puis air pour l'air. En fait, je fais voler les bateaux, hein, voilà. Donc, on utilise pour ça un concept qui est centenaire, ça s'appelle le foil, enfin l'hydrofoil pour être précis, on va dire foil pour aller plus vite. Donc, il s'agit ni plus ni moins que d'une aile sous-marine qui est sous le bateau, et quand on arrive à une certaine vitesse donnée, le bateau s'élève, et donc on sort la coque de l'eau. Pour comprendre le phénomène physique, nos auditeurs auront tous fait du foil dans leur vie depuis qu'ils sont gamins en mettant la main à la fenêtre de la voiture. Quand on joue avec l'air, quand la voiture va pas très vite, votre main elle tombe. Et puis dès qu'il y a un peu de vitesse, on joue avec le plat de la main et on met de l'angle pour que notre main elle monte ou elle descend. Puis des fois quand on incline trop, notre bras tombe ou repart en arrière violemment, là on a décroché. Voilà. Et ben nous c'est pareil. On utilise le foil, donc c'est des espèces d'ailes sous-marines, et on utilise exactement les mêmes principes que l'aviation. Et du coup, on va élever la coque très légèrement au-dessus de l'eau, elle ne va plus toucher l'eau, et donc on va diminuer ce qu'on appelle la traînée en physique, et on va arrêter de pousser des mètres cubes inutilement, des mètres cubes d'eau avec la coque. On fait que ça aujourd'hui en bateau, on pousse de l'eau inutilement, et tout le monde nous rabat les oreilles avec le green et les bateaux électriques, mais avant de rajouter des moteurs électriques, on ferait mieux d'élever les bateaux et de commencer déjà à pomper moins bêtement de l'énergie pour pousser de l'eau inutilement. C'est ça Sierre. Et donc on parlait tout à l'heure de cet appel d'offres avec l'Agence européenne de défense. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ah là, on est déjà plus loin là. Ah. En fait, on crée quand je crée Sierre en 2016. Donc là, on fait d'abord voler un voilier pour montrer que c'est possible et imposer la marque tout de suite. Et on franchit quelques étapes avec des bateaux de 8 mètres, 9 mètres. On est basé à Lorient et on a la chance d'être à côté des forces spéciales. Et là, on signe un premier contrat avec l'agence Innovation Défense en France, donc avec le ministère des Armées. C'est là où je rencontre Florence Parly. J'en suis à ma 3e rencontre avec elle. Donc on fait un premier bateau pour les forces spéciales, un bateau français d'expérimentation. Et puis un appel d'offres sort émis par l'Agence européenne de défense qui recherche plein de projets innovants, qui déploie des appels à projets auprès de toute l'Europe. Et la France dit faut qu'on dépose un projet de bateau volant. Donc ok, on y va. Travail un peu fou. Moi, ça m'a pris à peu près 3 mois pleins à titre perso sur 1 an. C'est des projets énormes. Et le projet est retenu. C'est un truc phénoménal, ça. Et donc, la France se retrouve leader, effectivement, du seul bateau européen militaire des années à venir pour l'Agence européenne de défense, porté par la France et donc par Sierre. Et donc, le projet a débuté. Il est financé par l'Europe et on coordonne un consortium de plusieurs entreprises européennes. C'est juste fou, ça aussi. Alors, et c'est juste incroyable. Qu'est-ce que ça va impliquer, du coup, pour toi? C'est presque une nouvelle boîte dans la boîte. C'est-à-dire que là, on est quand on gagne le projet, donc c'était l'an passé, en juin 2021, on est 15. À l'instant où on se parle, on est 19 et on devrait être 22 à la fin de l'année. Donc ça paraît petit comme ça, mais pour des petites entreprises où on fait que de la R&D, parce que c'est ça notre métier, c'est faire uniquement de la recherche et développement. C'est très cash consuming, comme on dit, donc on consomme beaucoup d'argent. Et si je refais un petit retour en arrière, quand on crée l'entreprise en 2016, au début on a créé ça avec quelques dizaines de milliers d'euros. Et puis très vite, pour être très en avance sur tous nos concurrents, il faut investir. Et quand t'as pas la surface financière, moi je l'ai pas, en tout cas pas assez, t'es obligé d'aller chercher des investisseurs. Et donc depuis 5 ans, mon principal métier, c'est d'aller chercher les sous. Donc globalement avec les banques, un petit peu mais pas beaucoup. Parce que les banquiers ne prêtent que dans une grande mesure du risque. Et donc il faut plutôt aller chercher des investisseurs. Donc j'ai eu un gros travail d'aller chercher ce qu'on appelle des family office essentiellement. Donc c'est des gens qui ont très bien réussi leur vie, qui ont en plus le même
profil que toi parce qu'ils ont été entrepreneurs, donc ils connaissent la valeur de la sueur et la part du risque qu'ils vont prendre, mais bien évidemment ils la mesurent, c'est pour ça qu'ils sont devenus riches. Mais du coup c'est super d'échanger avec ces gens-là parce que tu te nourris, enfin moi je me nourris constamment d'eux dans les comités stratégiques parce que ces gens-là ont eu un tel vécu, ils ont eu des problèmes avant toi, donc du coup c'est bien qu'ils te les expliquent et puis attention, fais pas comme ça, etc. Donc voilà, c'est plusieurs levées de fonds, donc aujourd'hui j'en suis à un peu plus de 5 millions de levées. Voilà, et c'est comme ça après que tu vas construire ta boîte au fur et à mesure. Alors, faire une petite aparté sur la fiscalité, parce que en France, on a une fâcheuse tendance à taper sur les gouvernements en disant on se fait essorer par la fiscalité, mais non, enfin, je suis désolé. Les boîtes innovantes, on peut vraiment... Il faut avoir un beau projet, évidemment, enfin un projet qui a du sens technologiquement, qui est sur des niveaux de TRL assez faibles, donc de TRL maturité technologique. Mais voilà, avec les crédits d'impôt recherche, les statuts JEI, etc., on peut vraiment, franchement, bien financer sa boîte au départ, quoi. Donc c'est un mixte entre une fiscalité intelligente, mais là c'est vrai que le rôle du chef d'entreprise, il faut bien se faire entourer par les bonnes personnes. Voilà, on sort d'un contrôle fiscal sur le crédit d'impôt recherche, on est reparti avec un redressement à 0 €. Voilà, donc quand on fait bien les choses avec des vrais projets, ça fonctionne. Et on est vachement aidé pour ça. Après, trouver un financement une fois que la boîte elle est lancée, ça c'est facile. Par contre en France, là où c'est vraiment pas efficace, c'est la période dans laquelle je suis pour l'instant, c'est financer... T'es encore en early stage, t'es pas encore en ce qu'on appelle série A en financement, et donc t'as pas encore un C'est quoi série A juste ? Donc voilà, série A, c'est que t'as pas encore un business model récurrent où le banquier va pas trop prendre de risques. Le fonds d'investissement de la banque, il va pas trop prendre de risques, si tu veux. Donc il va attendre que tu aies un joli carnet de commandes, donc tu vas pas financer ça par de l'emprunt parce que tu aurais un trop gros investissement, il va financer ça par de l'equity, par de l'action. Et voilà. Et donc du coup, bah là malheureusement, si ça se fait pas en France aujourd'hui, je suis en train de discuter avec le Moyen-Orient et puis les Anglo-Saxons. Et ça, c'est malheureux. Mais en France, on n'y arrive pas à ça. On sait pas faire. En résumé, est-ce que tu peux nous dire quels sont les 3 grands moyens de financement ? Donc, au début, ça va être ce qu'on appelle du love money. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les gens qui nous sont proches et qui vont mettre des tickets financiers relativement raisonnables. C'est le côté love money. Ensuite, on va avoir besoin de moyens un petit peu plus conséquents. Donc là, on va parler de centaines de milliers jusqu'à 1, 2, 3 millions. Donc là, c'est ce qu'on appelle les family office. Donc les family office, ce sont des gens qui ont bien réussi et qui ont monté une structure juridique autour de leur patrimoine financier pour le faire fructifier. Et puis, le 3e et dernier étage de la fusée financement, ce sont les grands fonds d'investissement classiques bancaires, les fonds de pension américains, etc. Donc tu as appris sur le terrain. Finalement, tu te bouscules pour sortir un peu de cette zone de confort. Ah oui, ça c'est certain. Par contre, il y a quand même quelque chose à mon sens qui est éminemment important, c'est ton équilibre. Et quand je dis équilibre, c'est un vrai équilibre entre le côté pro et le côté perso. C'est-à-dire que moi j'ai une famille avec trois enfants, enfin femme et 3 enfants, et c'est très très important que tu aies un vrai équilibre sur ta cellule familiale versus les risques professionnels que tu vas prendre, parce que c'est un vrai engagement. T'as l'engagement du mariage et puis t'as l'engagement d'un autre mariage avec ta boîte quand tu l'as créé parce que c'est tellement dur et du coup tu dois même te mettre des barrières. Moi à titre personnel je fais très attention à me mettre des barrières financières et une ligne rouge à ne pas dépasser, voilà. Parce qu'on peut être audacieux, il faut l'être évidemment, sinon t'es pas entrepreneur, mais par contre il faut se fixer des limites et surtout les respecter. En fait, il y en a beaucoup qui se mettent des limites puis qui vont dire ah non allez, je vais y aller. Moi par exemple, je me suis mis une limite financière pour ma dernière levée de fonds, je l'ai pas dépassée et pourtant j'avais vraiment envie. Donc aujourd'hui, ça me pèse parce que ma boîte se développe pas comme je voudrais, mais j'ai préféré faire attention parce que bon, là je fanfaronne au micro, mais c'est jamais gagné quand on monte une boîte. Qui plus est, je suis encore en zone de fragilité et donc ça, il faut en avoir conscience tous les jours et se dire ok, ma limite c'est celle-ci, il faut pas que je la dépasse. Merci Richard pour ce voyage. Revenons maintenant au présent pour la question de l'étudiant. Allô, cher étudiant de l'EFRAY, est-ce que tu nous entends ? Je vous entends, bonjour. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et puis poser ta question ? Oui, alors moi je m'appelle Claïs, je suis étudiante en M2 à l'EFRAY et j'avais une petite question pour un projet professionnel.
Richard, tu as créé 2 boîtes, Anéo et Sillère. Tu as à chaque fois pris des postes pour lesquels tu n'avais pas les compétences. Est-ce que tu as des conseils à me donner, à nous donner, en tant qu'étudiant qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat? Ben oui, question très pertinente. Moi, je pense que faut pas avoir peur, hein, tout simplement. Comme je prends souvent en exemple l'enfant, on apprend en marchant, hein, c'est-à-dire que quand on est, on sait pas faire tout ce qu'on va faire au cours de notre vie, et on se fait plein de bleus aux genoux avant de savoir marcher. Là, c'est pareil. Et puis il faut apprendre de ses échecs. Donc l'enfant, il se fait mal aux genoux quand il tombe, il se relève et puis il recommence, et puis il va trotter, il va se mettre à 4 pattes, il va trottiner, et puis après il va courir. Voilà, c'est pareil pour les entreprises. En ce qui me concerne, je sais que j'ai beaucoup appris avec le sport. J'ai fait du sport de compétition quand j'étais jeune. Et un de mes plus beaux souvenirs, c'est une défaite. Effectivement, on jouait au basket à très très haut niveau, en Coupe de France. On était dans le quart final. Et on était hyper favoris, on devait gagner la fleur au fusil, et puis finalement on perdait un point après prolongation. Et j'ai encore le souvenir du retour dans le train, parce que c'était à Paris, de cette défaite-là. Et je pense qu'on se nourrit vraiment de tout ce genre de choses. Donc d'abord, première chose, faut pas avoir peur de l'échec. Deuxième chose, faut savoir s'en nourrir. Et puis troisième chose, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'entretien, faut quand même être hyper passionné. Se donner à fond corps et âme dans son entreprise, mais avec une once faut faire attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut pas aller au-delà de la limite, il faut faire très attention, mais il faut aussi se décaler, parce que si on fait une boîte comme fait le voisin, ça sert à rien. Moi, à chaque fois, ça c'est peut-être mon tempérament, mais à chaque fois, j'ai créé des boîtes dans lesquelles je connaissais pas grand-chose. J'ai passé mon permis bateau après avoir créé Sillère. C'est quand même un truc fou, ça aussi. Mais voilà, parce que l'important, c'est pas le bateau. L'important, c'est de sentir. Il y a une forme d'intuition. De toute façon, hein, l'entrepreneur, comme me disent mes investisseurs, est-ce que tes Excel ils sont justes? Non, par principe ils sont faux. Donc il faut avoir une part un petit peu d'audace et d'intuition, de se dire ok, là je sens quand même qu'il y a un truc. Voilà, de toute façon la boule de cristal, on est obligé de l'avoir, hein, en tant qu'entrepreneur, parce que si on veut faire les choses comme tout le monde, on sera toujours deuxième, on sera jamais premier. Voilà. Et un autre point important également pour l'investisseur, comme je dis souvent, c'est la vie, elle est faite de sinusoïdes. C'est-à-dire que des fois, on est super haut, tout va super bien, et puis des fois, on tombe super bas, tout va super mal. C'est pareil pour la météo, c'est pareil pour tout. Si vous regardez votre vie, c'est la sinusoïde pour moi qui rythme la vie. Et donc, c'est pareil. On va se prendre des grosses gamelles des fois. Il va falloir se dire, ok, j'espère que je suis au point le plus bas, mais de toute façon, ça sera toujours mieux demain. Voilà. Donc, si t'as pas cette niaque, cette volonté de se dire, faut que j'accepte l'échec, et de toute façon, demain, ça ira mieux d'une façon ou d'une autre. Alors, ça ira pas mieux par miracle, ça c'est sûr. Ça ira mieux par analyse de la situation et le correctif que tu auras apporté. Mais voilà, donc faut accepter l'échec et il faut s'en nourrir. Et puis après, heureusement, il y a aussi des pics très hauts où c'est un peu l'euphorie. Et ça, c'est la vie de l'entrepreneur, ça. Merci Clarisse. Merci à vous pour cet échange passionnant, et merci Richard d'avoir répondu à ma question. Avec plaisir. Merci aussi infiniment Richard. Oui, merci aussi. C'est très plaisant comme exercice. J'adore. J'ai aussi vraiment apprécié cet échange. Tu communiques naturellement ton énergie et tu donnes envie de partir à l'aventure avec toi. Donc merci encore. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés. Vous pouvez retrouver le podcast sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube et bien d'autres. N'oubliez pas de vous abonner et vous aurez la chance d'être notifié à la prochaine sortie d'un épisode. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau voyage dans le temps.